Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, Excellence, quel bilan pouvez-vous faire en termes de reconquête du territoire national? En termes de reconquête, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'initiative est nôtre. Ça, c'est le volet le plus important. Pendant plusieurs années, depuis le début de cette guerre, nous avons été attentistes et l'ennemi qui donnait le rythme de la manœuvre. Et le changement, donc, cette bascule, le fait qu'on ait repris l'initiative de la manœuvre, c'est très important. Et pour pouvoir prendre l'initiative de la manœuvre, il a fallu donc beaucoup d'efforts en termes de recrutement, d'équipement, mais surtout de formation. Parce qu'une chose aussi est très importante, aujourd'hui personne ne connaît notre armée, si je peux le dire à l'international, personne ne maîtrise notre armée. Nous avons quitté ce carcan de se faire former par les autres, se faire dicter les programmes par les autres, la tactique par les autres. Aujourd'hui, tout est endogène. Donc, ce sont des Burkinabés qui conçoivent le programme en fonction des retours d'expérience sur le terrain, qui forment les hommes, ce qui fait que nous arrivons à faire des prouesses. Et à l'heure où je vous parle, nos unités ont conquis beaucoup de localités, notamment en allant au nord de Djibouti. Ces localités qui ont été perdues depuis peut-être bientôt 10 ans, telles que Baraboulé, et bien au-delà jusqu'à Pétékoli, nos unités ont reconquis. Au bout d'après bataille, mais ils y sont installés. À l'est également, nous avons progressé en allant vers la frontière béninoise, notamment les villes carrefour telles que Nadiabou et autres ont été reconquises et sont sous contrôle. Et nous progressons donc ainsi de victoire en victoire. C'est-à-dire quelque part, Monsieur le Président, donc il y a une montée en puissance de l'armée, il y a beaucoup de moyens acquis, de la formation qui est faite, et pourtant on constate quand même qu'il y a beaucoup de tueries encore et il y a le nombre de PDI, les personnes déplacées internes, en tout cas va croissant. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Le nombre de PDI plutôt va décroissant. Là, les chiffres sont assez clairs. Nous sommes en train de réinstaller. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de localités qui sont reconquises. Il y a quelques années, on était à près de 2 millions de PDI. Aujourd'hui, nous avons bien moins d'1 million. Et d'ici encore le mois de mai ou juin, il y aura très peu de PDI. Parce que ces zones, effectivement, quand vous prenez, j'ai parlé tout de suite de Baraboulé, Pétékoli, les zones de Touloufé, Poubé, Mengao, Namsigia et tous ceux qui connaissent le nord de Burkina, tout ça a été reconquis entre novembre et aujourd'hui. Donc vous imaginez toute cette population qui doit se réinstaller et tout. Donc le nombre de PDI va forcément diminuer. Alors les tueries, souvent l'ennemi, comme on l'a dit, quand il est en perte de vitesse, il se retrouve souvent à poser des actes de désolation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est trouver des populations civiles, tirer sur elles rapidement, s'éclipser. Et très souvent, ils ont cette lâcheté de même filmer ce qu'ils font comme acte contre des gens qui n'ont pas d'armes et tout. Et voilà, ça fait un peu, ils veulent créer l'émoi en fait dans la population. C'est une guerre et ils emploient la tactique des guérillas. Nous faisons la contre-guérilla. Mais le plus important, comme j'ai dit, nous sommes adaptés et nous évoluons. Parce que ce n'est pas seulement l'équipement qui fait la guerre. Vous avez beau payer les équipements technologiques nécessaires, c'est la ressource humaine d'abord. Et la ressource humaine, il faut la former certes militairement. Et vous voyez que beaucoup de pays africains passent le temps à se faire former par des pays occidentaux et tout. Alors, nous, notre philosophie est la suivante. Est-ce que ces gens qui viennent nous former, c'est Dieu peut-être qui a envoyé des anges les former eux à la tactique? Mais pourquoi le noir n'arrive pas peut-être à se dire que lui aussi il peut développer de la tactique? Mais regardez tous les États africains, il faut que les États occidentaux viennent les former. Nous avons mis fin à cela. Nous nous formons nous-mêmes à l'art de la guerre en fonction de nos expériences. Et ça forge l'état d'esprit de la ressource humaine. Et c'est à partir de là que vous pouvez créer la combativité, la résilience, la résistance. Et ça, c'est très important. Donc, l'équipement, certes, mais aussi la ressource humaine qu'il faut valoriser. Et c'est tout ça combiné aujourd'hui qui nous donne ces succès. Excellence, vous avez érigé la brigade des volontaires pour la défense de la patrie au rang d'armée. Qu'est-ce que cela peut apporter à la lutte contre le terrorisme? Alors, nous l'avons donc érigé en armée parce que c'est ce qu'elle méritait. Nous nous réorganisons. Si vous constatez, en érigeant en armée, les textes ont un peu évolué également. Il y a beaucoup de zones qui étaient, si je peux dire, en 2022, des zones rouges, où nous avons créé donc en fin d'année 2022 beaucoup de VDP et tout ça. Mais aujourd'hui, après 3 ans, 4 ans, beaucoup de zones sont devenues des zones
totalement verte. Depuis 2 ans, 3 ans, il y a des zones où on n'a jamais entendu encore un seul coup de feu. Nous avons réussi à créer ce cordon sécuritaire autour. Donc, il fallait réorganiser les VDP pour que ceux-là qui sont dans ces zones vertes, si je peux dire, se remobilisent pour aller au-delà, vers donc les limites de la région, les limites du pays. Et donc, ça crée donc un lot de VDP nationaux et de VDP régionaux. Et laisser très peu de VDP communaux pour continuer à maintenir la situation de stabilité. Donc, cette mutation entraîne une réorganisation. Donc, ils sont organisés maintenant en groupement opérationnel au niveau des régions. Donc, ça fait rang d'armée. Voilà pourquoi nous l'avons érigé en armée et lui donner aussi son autonomie. Une autonomie entière de certes de fonctionnement, mais surtout de manœuvre. Parce qu'ils ont des missions spécifiques qui leur sont confiées dans la mission globale des différentes armées. Voilà pourquoi on l'a érigé en rang d'armée. Si je me permets, Monsieur le Président, vous avez parlé de formation des hommes, ce qui est très importante. Vous avez parlé également de l'érection, par exemple, des VDP en forces armées. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina, il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie. C'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Et les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups, pour utiliser les poux et se protéger. Le bois mort pour faire du feu, diriger les collines qui vont stopper le vent, ceux qui pourront le comprendre. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous chefs d'État, rien ne peut nous empêcher. Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire que le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de bases et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était comme leur territoire. Personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones, quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits. Vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire des bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce qu'ils étaient sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones comme Pétécoli, personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que j'ai dit, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir. Et dans quelques mois, pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent c'est ça, nous pouvons nous installer, mais ils peuvent trouver le moyen de s'infiltrer, soit poser des UED, ou s'infiltrer par petits binômes, venir tuer à l'arrière, créer donc ces événements d'émotion et tout. Mais nous allons fermer toutes les brèches, ça on prendra les moyens qu'il faut, mais ça va finir. Excellence, il a été décidé d'un avancement exceptionnel pour des militaires, gendarmes et policiers sous certaines conditions. Est-ce que cela ne va pas amener des graissements au sein des rangs? Non, des graissements. Il n'y a aucune décision dans ce monde qui peut faire l'unanimité. Soit si vous dirigez une structure, aussi petite soit-elle, comprenez que c'est rare d'avoir une décision unanime.
Donc ça, c'est sûr que des gens peuvent être frustrés ou quoi. Deuxième chose, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Tout le monde ne voit jamais dans la même direction. Parce que nous n'avons pas la même capacité de comprendre les choses, la même capacité d'analyser et tout. Ça fait partie. Mais une chose est sûre, nous sommes en guerre. S'il y a des gens qui se distinguent par leur capacité à aller au-delà de leur mission, il va de soi qu'on les récompense. Il n'y avait pas ça dans l'armée, nous avons modifié les statuts et tout, et nous avons introduit cela. Et donc, nous demandons aux différents commandants d'unité qui sont sur le terrain avec leurs hommes. Il y a des hommes qui posent des actes de bravoure, des actes exceptionnels qui vont au-delà de leur mission. Et de motiver ça par des rapports. Et donc, la hiérarchie a une commission qui siège, qui regarde et qui décide maintenant de quels sont ceux-là. Par exemple, on prend un soldat qui, au cours d'un combat, son travail, ce n'est pas de diriger un groupe ou quelque chose. Parce que c'est le sergent qui peut avoir un groupe de combat qui le dirige et tout. Mais vous allez trouver des soldats qui, par les circonstances, se sont retrouvés pour prendre le contrôle d'un groupe, faire le combat et sortir leur unité d'une situation assez compliquée. Ce genre de soldat, il faut le récompenser parce qu'il a la capacité tactique d'être un sergent. Donc c'est cela que les commandants d'unité sont censés recenser, donner les noms. Le commandement donc va lire les rapports, analyser tout. Et il va de soi qu'on leur donne le grade de sergent pour les motiver. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, peut-être qui ont envie de faire plus, mais qui attendent de voir aussi la motivation derrière. Ça motive plutôt. Ça encourage ceux-là qui hésitent, qui ne veulent pas se donner, à se surpasser. C'est ce qu'on demande. Et dans la guerre, c'est très, très, très important. Quand un soldat, quand un combattant se surpasse, ça change le cours de la guerre. Vous voyez, quand il y a de la pression, il suffit qu'une seule personne décide de maintenir un certain feu ou de faire une certaine manœuvre. Et ça fait carrément basculer la manœuvre ennemie. Et ça, c'est très important. Donc moi, je trouve plutôt, au lieu de frustration, que ça encourage et ça motive. Puisqu'on parle de défense nationale, Monsieur le Président, il y a peu de temps, il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Et si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. Bon entendeur. Excellence, justement, nous sommes au terme donc, de ce premier volet consacré donc, à la défense et à la sécurité. Si vous le permettez, donc, on va maintenant aborder le volet politique et société de cette entrée. Avec vous, Monsieur Sanoro, pour entamer ce volet. Monsieur le Président, ça fait 1 an que la révolution progressiste patriotique est en marche. Alors, 1 an progressiste populaire est en marche, autant pour moi. Alors, 1 an après, quel est le bilan qu'on peut en tirer? Est-ce que vous en êtes satisfait ou bien il y a des choses à corriger encore? Si vous avez remarqué, en fait, depuis le 30 septembre, c'est une révolution. Mais nous avons attendu un temps pour le proclamer le 1er avril. Et quand nous l'avons proclamé, nous n'avons pas fait sortir un texte particulier, un manifeste, rien sur l'idéologie. Nous avons observé encore sur
1 an. Le manifeste sera disponible pour que les gens voient un peu l'idéologie qui est derrière le grand thème. Mais déjà, c'était pour observer. Comme je l'ai dit, le peuple burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Dès qu'on l'a proclamé, il y a eu beaucoup d'initiatives. Beaucoup de gens, qu'ils soient intellectuels ou pas, parce que quand on dit intellectuel, c'est pas forcément ceux qui ont fait l'école. Voilà, c'est pas ceux qui parlent le français. Les intellectuels sont dans toutes les couches sociales. Que vous partez au grand marché à Ruroko, un peu partout, vous trouverez des intellectuels, parce que l'intellectuel, c'est l'intelligent d'abord. C'est lui qui est capable de comprendre ce qu'on veut faire. Ils ont pris beaucoup d'initiatives pour expliquer le comportement qu'il faut pendant la révolution, pour expliquer ce qu'il faut faire pendant la révolution. Et moi, j'ai observé un peu partout. Les gens ont animé des conférences, les gens ont éduqué, les gens ont formé à l'initiative des jeunes. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je voulais voir. Et à partir maintenant de ce manifeste, et vous voyez qu'on est en train de mettre aussi en place petit à petit, on avait créé l'Institut des peuples noirs, mais ce n'était pas monté en puissance. Et tous vont participer à la formation de l'élite révolutionnaire burkinabé. Et l'élite révolutionnaire qu'on veut vraiment former, ceux qu'on veut toucher, ce sont les plus jeunes. Et déjà, tire mon chapeau aux enseignants et tout. Dès qu'on l'a proclamé, regardez dans plusieurs écoles, beaucoup de choses ont changé en termes de mentalité. Des enseignants ont pris des initiatives, commencé à former les gens à l'esprit révolutionnaire, au patriotisme, à tout ce qui va avec la révolution. J'ai beaucoup apprécié. Les enseignants ont pris l'initiative depuis l'école, avant même qu'on dise aux gens de transformer les écoles petit à petit à la production. Refaire des jardins scolaires, permettre aux enfants de produire. En fait, ils sont en train de ramener les enfants aux fondamentaux du Burkinabé. C'est ce que je voulais voir. Est-ce que cet esprit révolutionnaire intrinsèque-là est toujours là? Et c'est maintenant qu'il faut le raviver. Donc, vraiment, on est satisfait. Et c'est à nous de faire le reste du travail pour former les gens, parce que comme c'est une révolution progressiste, le contexte a changé. C'est différent un peu de la révolution démocratique. Le contexte a beaucoup changé, le monde a évolué. Et la révolution progressiste doit s'adapter au monde actuel. Et cette transformation est en train donc de se mettre en rail. Excellence, la charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Non. Même l'ancienne charte, ça c'était déjà dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis la question d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis et il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, c'est pas, ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, c'est lui qui vient comme ça vous parler de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promenaient avec des bidons pour chercher l'eau un peu partout. Regardez la misère qu'il y a, combien de centaines de milliers d'enfants sont morts. C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner et surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent.
la démocratie qui tue. Nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. Excellence, la chefferie coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaoré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre, ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à mettre c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets, et c'est ce qu'on demande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe à la chefferie traditionnelle et pendant ce temps il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent il y a des incompréhensions autour. Ah bon? Une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu quand il y a une loi? Est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec la communauté. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui et surtout proclame un leader. Il prêche comme il veut, ce qu'il veut. Il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté. Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu
que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa ligne comment la religion doit se passer. Excellence, les activités des partis politiques ont été suspendues et par la suite on a constaté leur dissolution. Alors quel message se cache derrière ces décisions? Aucun message. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est dangereux. Et en termes de développement, vous savez que la politique, c'est comme une entreprise en africain. C'est-à-dire, vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On flatte les gens, ils nous suivent. On a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer. Et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous êtes bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui vous ont financé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. Vous ne pouvez pas faire payer les taxes comme il faut. Parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est ça la réalité. Même nous, quand on est arrivé, il y a des opérateurs qui nous ont approchés aussi pour financer ou quelque chose. Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez donner de l'argent, c'est ce qui nous a amené déjà à créer une commission de réception des dons, si vous vous souvenez. Après, les FSP maintenant. Parce qu'on cherchait les gens, mais on a dit, bon, comme vous en avez trop et que vous avez une sale habitude, donnez. On prenait et on pose le trésor dans un compte. Maintenant, si après, tu viens derrière pour dire, ah, bon, moi, on vous soutient, il faut que j'ai mes camions à la douane, ah, ils ont dit ici ça, il faut nous aider à sortir. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils vous expliquent même la méthode, parce qu'ils vous disent que vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Ça ne marche pas avec moi. Tu vas payer toute la douane, tu vas payer toutes tes taxes comme il faut. Si tu veux chanter, faire chanter quelqu'un parce que tu as soutenu ou quoi, ça va au trésor, ça aide les combattants. Donc c'est cette manière de faire la politique et tout. On a mis fin. Ça, il faut une nouvelle idéologie politique. Il faut une formation avant qu'on parle de politique, à notre manière. Donc voilà pourquoi on a suspendu. Et après on a dissous. Mais eux-mêmes, ceux-mêmes qui faisaient la politique sont d'accord. La RPP, là, c'est pas d'autres personnes, ce sont les mêmes individus, mais je pense que les gens ont compris maintenant qu'ils étaient manipulés, ils étaient sur la fausse voie. Et maintenant, on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc quelque part, c'est pas des individus qui ont quitté. Ce sont les mêmes individus, mais je pense qu'il y a eu un déclic qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est dissous, les partis impérialistes, mais les hommes sont là, en train d'être reconstruits à mesure de lancer la machine Burkina Faso. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et tentative de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça. Parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se
caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut coûte que coûte nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Pour parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats, mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous parlez des caméras Kourag. Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan était, est-ce que c'est caméra Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire, il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités, c'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi, si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction, tu payes et avec les pénalités qu'il faut et ensuite donc s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête. Par exemple, on a mis un processus en place, par exemple avec la brigade Laval, pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin. Ou bien le garder sur place. Non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance. On a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services, des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montré, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats. Passer donc au troisième volet de cet entretien qui est consacré donc au volet économie et développement. Et on commence avec vous, Monsieur Yao. Excellence, le Burkina Faso a atteint des niveaux records en matière de mobilisation des ressources propres en 2025, avec plus de 2300 milliards, en dépit de la situation sécuritaire. Quels sont les leviers qui soutiennent cette mobilisation record?
D'accord, merci. La première chose qu'il faut dire sur ça, c'est la ressource humaine. Les félicitations vont à l'endroit donc de nos agents de finances. C'est eux qui ont fait le travail remarquable. Certes, nous avons parlé, nous avons amené des réformes, changé les mentalités. Mais c'est parce qu'ils ont incorporé ces mentalités qu'ils arrivent à faire le travail aussi. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de réformes, avoir de beaux textes. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre et tout. Mais si la ressource humaine n'a pas capté le fondement, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour contourner et vous n'allez pas avoir de recettes. Donc, comme je dis, c'est d'abord eux qu'il faut féliciter parce qu'ils ont entendu, ils ont compris ce qu'on a dit et ils sont en train d'appliquer les textes qu'on est en train d'adopter. C'est ça qui amène toutes ces recettes-là. Donc, félicitations et je pense que nous sommes en train de continuer les réformes pour que on puisse avoir le maximum de recettes. C'est ça qui permet d'équiper nos forces, de les former, de construire notre pays. Donc les agents du ministère des Finances ont compris cela et ils font vraiment un travail formidable et on continuera de les encourager pour qu'ils continuent à se surpasser, même dans le même sens que la lutte contre la fraude et tout ça. Vous voyez qu'ils sont vraiment en train de s'activer et on les félicite pour ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas protéger nos industries, on ne peut pas protéger notre économie et tout ce qu'il va. Donc si ils s'étaient laissés aller dans les anciennes pratiques, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Monsieur le Président, vous avez lancé un gigantesque projet, celui de construction de l'autoroute Ouagabougou. Ça semble être un projet auquel vous tenez. J'y tiens beaucoup et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la seule voie qu'on va faire. Mais l'autoroute Ouagabougou, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route. La route est très petite. Il y a trop d'accidents mortels. Tous les jours, il y a des accidents mortels sur l'axe. On a besoin d'une route. Nous, on a trouvé un projet qui existait, mais c'est 2x2. Et quand j'ai pris, j'ai essayé de voir quelles sont les entreprises qui s'étaient proposées et tout. D'abord, ce sont les entreprises étrangères. Et les coûts de réalisation, 300 km environ, 2x2 voies, nous étions à 1000 et quelques milliards, 1032 milliards le moins cher. Bon, moi j'ai dit 2x2, c'est déjà dépassé. 2x2, si un camion est en panne, déjà il stationne et puis bon, c'est fini. Hein. Vous êtes, le nombre de voitures, le flux qu'il y a sur la RN1, donc c'est dépassé. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse 4x2. Et comme je l'ai dit, les gens, vous voyez, souvent nous avons ce complexe, ce malheur-là. Le noir ne croit pas en lui. Voilà. Donc quand j'ai dit 4x2, il y a des agents du ministère qui ont un sourire, quoi. C'est impossible. Vous êtes d'accord. On met le projet en stand-by et donc j'ai activé face au MEGO pour payer le maximum d'équipement et jusqu'à tous les détails. Aujourd'hui, ils ont tout. Toutes les machines nécessaires pour faire la partie voie rouge, toutes les machines nécessaires pour faire le bitume, jusqu'aux concasseurs de granit, de carrières. Donc ils sont totalement autonomes. Donc nous sommes en mesure de faire notre autoroute. Et après ça, il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, je veux que tous les chefs-lieux de région soient joints par des autoroutes. Toutes les sorties du Burkina, ça doit être des autoroutes. Voilà, la route, c'est capital. Et pour l'économie, et pour nos forces. Le réseau autoroute du Burkina sera le plus dense en Afrique, tel qu'on a fait la projection. Et ça continue de venir. Nous avons encore près d'une dizaine de brigades qui doivent venir. Ce qui est venu ne vaut même pas 40% de ce qui doit venir. On va s'équiper sérieusement, faire un bond qualitatif en 5 ans. La route est indispensable au développement, les mines le sont autant également et on sait que le Burkina a fait un grand bond en étant parmi dans le top 4 des pays africains producteurs d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la constitution de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça. Donc, voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc, nos transactions aussi ont été bloquées.
avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc on est là, la guerre est là, et on veut des drones, on veut des armes, on ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonabi ne passent pas au truc. Donc ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc à rallier parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi je dis il n'y a pas de problème. Attendez. Donc un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or, ils sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, c'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer et ils ont dévié un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCEAO, je veux dire. Donc l'or est très important. Je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or. Et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies, et changer. Mais si les dirigeants ne veulent pas changer et que le peuple aussi accepte leurs conditions de misère, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous ne voulons pas voir notre peuple dans la misère. Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons l'or, le peu que l'or peut faire, ou d'autres ressources. Nous allons l'exploiter à bon escient pour que notre peuple connaisse le bonheur. C'est ça qui est notre cheval de bataille. Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non alors en plus ça ne développe pas. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Voilà ce que je peux dire. Justement, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité qui constitue la réserve d'or du Burkina actuellement? Non, je ne peux pas vous dire ça. Ce n'est pas quelque chose qui se dit publiquement. Oui. C'est quelque chose qui se garde secret. Même les pays qui prétendent, on vous dit qu'il a combien de tonnes d'or, quoi. C'est pas vrai, la réalité, ce n'est pas ça. On ne vous dira jamais exactement. Mais si on sait exactement quelle quantité d'or vous avez en réserve, ça veut dire qu'on connaît vos capacités de change et tout. On peut anticiper sur beaucoup de choses sur vous. Et puis, c'est pas qu'on a fait, on est en train de faire. Je dis au ministre tous les jours que Dieu fait et que c'est possible de payer l'or. Donc chaque semaine, on continue de payer pour faire des réserves. Voilà. Et ça, c'est pour que quand on va vouloir traiter avec tout le monde, qu'on nous respecte. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va croire que si lui ne vient pas faire quoi, il n'est pas. Nous, on n'est pas dans ce chemin. Si tu veux nous montrer que tu ne respectes pas, on te met de côté, on passe à autre chose. Donc on continue de faire nos réserves, c'est pour le respect dans les échanges économiques demain. Et ça, c'est très important. Vous avez inscrit votre gouvernance sous le signe du développement industriel. Et dans ce sens, beaucoup d'unités ont été lancées et d'autres viendront sûrement. Quelle est votre évaluation dans le domaine industriel? Bon, l'évaluation, je peux dire que c'est embryonnaire. On n'est qu'au début. Et je pense que je vais devoir me mettre à un exercice bientôt de communication avec mon peuple encore. Parce que les gens ne comprennent toujours pas. Les gens croient qu'une unité industrielle, c'est forcément de grandes structures et tout. Les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles, mais très importantes. Vous voyez, par exemple, je prends, quand vous vous levez le matin, la petite cuillère que vous avez dans votre café là, qui fabrique ça au Burkina? Vous en connaissez? On ne peut pas fabriquer.
sûrement de petites machines qu'il faut payer et que les jeunes se forment un peu de fabriquer. Ça fait une entreprise aussi. Il faut que nous regardions d'abord notre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce qui est dans notre quotidien? Et c'est là-bas qu'il faut puiser des idées. Tout ce qu'on avait l'art d'importer. Et que les jeunes puissent dire, ok, ça là on importe, on ne fabrique pas ici, ou on ne fabrique pas assez. Moi je vais me lancer sur ça, monter un projet sur ça, chercher la connaissance sur ça, et nous allons essayer de les accompagner. Donc l'industrie, ce n'est qu'embryonnaire, on est au début. Actuellement on a attaqué des secteurs qui nous permettent d'être un peu souverains. Parce que vous voyez, tout est importé ici. Quand je parlais d'abord ce que nous consommons. Aujourd'hui, nous avons lancé par exemple la culture de blé. Et nous avons des usines qui font la farine de blé, toute qualité de farine qui peut faire le pain, les biscuits et tout autre. Mais avant, on partait importer la farine. Quand on a interdit l'importation, les gens ont fait des usines, mais ils partent payer le blé et ils viennent transformer. Mais aujourd'hui, on veut cultiver le blé pour pouvoir le faire. Vous savez quelle masse d'argent on conserve? Et parallèlement à ça, il y a des usines qu'on a aidé des gens à financer, qui vont ouvrir bientôt, qui vont fabriquer tout ce qui est pâtes alimentaires, les spaghettis, les trucs. Tout ça, on importe, non? Quand on prend nos pâtes, ça vient d'ailleurs. On ne fabrique pas ici. Mais ça, c'est notre consommation. Ça sera internalisé. Le riz, ça on a déjà fait un bond incroyable. On cultive beaucoup, mais on a encouragé les gens à faire beaucoup d'unités de transformation. Il y a beaucoup de qualités de riz burkinabé aujourd'hui. C'est ce que nous consommons. Prenez le maïs, le couscous. On cultivait le maïs et on exporte brut. Ensuite, on part payer du couscous ailleurs et on vient inonder nos marchés. Là, ça ne va pas. Beaucoup d'unités ont ouvert, beaucoup d'unités qu'on est en train encore d'encourager. Si vous suivez l'actualité, c'est pour pouvoir transformer tout ça. La farine infantile et tout ce qu'on on commande tout de l'extérieur. Mais il faut que nous on quitte ça, qu'on transforme nos matières premières nous-mêmes et pouvoir donner de la valeur ajoutée. L'huile. Comment est-ce qu'on peut exporter notre soja brut et ensuite aller payer l'huile de soja à la boutique? L'arachide, il y en a tellement d'oléagineux. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il y en a même qui vont dire que bon, il y a des maladies, on a dit de payer l'huile de tournesol ou quoi. Il dit on cultive le tournesol, on le fait. Et il y a des usines déjà qui pressent l'huile de tournesol. Donc on est en mesure de tout faire chez nous. Mais pourquoi on doit aller payer ailleurs? Donc c'est tout ça l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez l'ananas. Moi, je suis en train d'encourager des usines qui vont faire le jus d'ananas. Au lieu d'importer, c'est nous qui allons exporter. Et ça donne très bien. C'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on paye même, qu'on paye ailleurs dans les pays côtiers. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre quotidien. Ce qu'on mange, ce qu'on porte et tout. Et quand on se lève le matin, on doit pouvoir se regarder. Ok, moi j'ai porté ça. Ça, c'est importé. J'ai dit non. On va faire une usine qui va partir du coton jusqu'à ça. Ça sera prêt cette année 2026, s'il plaît à Dieu. Donc moi, je ne veux plus être habillé par un fil qui vient de l'extérieur. Parce que nos paysans cultivent le coton. Je ne peux pas accepter qu'on vienne imposer le prix de coton aux paysans pendant qu'on doit transformer. Et imaginez dans ça le nombre d'emplois que ça crée. Depuis longtemps, on forme nos gens dans les écoles de formation et des formations professionnelles techniques sur la mécanique, l'industrie, génie industriel et quoi. Ils sont assis au chômage. Ils peuvent faire génie industriel, mais après ils cherchent concours de la fonction publique pour être administrateur quelque part. En fait, on a perdu. Mais aujourd'hui, s'il y a des industries, tous ces gens-là vont s'exprimer. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre moto pour aller au service ou quoi, c'est importé. Même l'écrou, quand une écrou tombe en route, c'est importé. Pour que vous payez l'écrou. Mais les écrous, ce sont des petites machines qui peuvent le faire. Donc l'industrie, il faut que chacun comprenne, ça va de la petite échelle à la grande échelle. Donc quand on dit une industrie, ce n'est pas forcément des grandes unités. Tous les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles en regardant ce qu'on fait dans notre quotidien pour diminuer les importations. Et donc, on a l'étape embryonnaire, on va communiquer et encourager. C'est là pour qu'on a restructuré les fonds. Vous avez suivi en 4 grands fonds. C'est pour vraiment accompagner ceux qui ont des projets structurants dans des domaines industriels pour nous éviter les importations et les sorties de devises.
Voilà ce que je peux dire. Alors, Monsieur le Président, je me permets de poser une autre question. Nous sommes justement dans la célébration, en tout cas des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le slogan qui est construit autour de ces journées, la première phase, c'est mon assiette, ma fierté. Alors, quel message justement au Burkinabé en lien avec ce slogan? Alors, il y a des choses que je ne peux pas dire jusque-là aux gens. Mais s'il plaît à Dieu, viendra un jour où je vais dire des choses pour choquer les consciences des Burkinabés et de l'Africain en général.